de nous rejoindre et rebonjour aux personnes que j'ai déjà saluées et bienvenue à tout le monde à ce webinaire de présentation des principales nouveautés de la toute dernière version 24.0 de Global Mapper. Je suis Sophie-Anne, chargée de support technique et de formation chez Géomatique et c'est moi qui ai le plaisir de vous proposer cette présentation cet après-midi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point technique sur le déroulement du webinaire. C'est un webinaire qui est en mode écoute seul, ce qui signifie que vous n'avez pas la possibilité d'intervenir de vive voix. Par contre, vous avez à disposition une console, c'est la console de GoToWebinar, qui vous permet de poser des questions. Donc n'hésitez pas au fil de la session à intervenir, à me faire part de vos remarques, de vos questions. J'ai moi-même de mon côté ma propre console que je garde bien à l'œil et j'essaierai donc de répondre à vos questions autant que possible au fur et à mesure des démonstrations. Et puis dans tous les cas, nous reprendrons l'ensemble des questions qui auront été posées au fil de la session. Et nous créerons une petite fac qui sera mise ensuite à disposition de tout le monde une fois le webinaire terminé. J'indique également que la session est enregistrée et que nous la mettrons du coup à disposition une fois le webinaire effectué. Voilà pour les aspects techniques. Alors, encore une fois, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, peut-être un petit point sur les formations que propose Géomatique sur Global Mapper. Je vous rappelle que Géomatique est distributeur exclusif de Global Mapper pour la francophonie. Géomatique est aussi formateur certifié par l'éditeur Blue Marble Geographics. Et Géomatique est également, depuis avril de cette année, certifié Calliope. Nous proposons différentes sortes de formations. Les formations inter-entreprises. La dernière session pour 2022, elle se tiendra la semaine prochaine. Elle commencera la semaine prochaine. Et puis sinon, le calendrier pour l'année 2023 est déjà disponible sur le site internet de l'entreprise. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. La première session pour l'année 2023 aura lieu, c'est marqué ici en gras, du 20 au 30 mars prochain. Également, nous proposons bien sûr des formations intra-entreprise avec, si vous le souhaitez, à la demande, une personnalisation qui est possible. Voilà, mais si vous souhaitez davantage d'informations à ce sujet, encore une fois, je vous recommande de vous tourner vers notre site internet, geomatique.fr, onglet Global Mapper, onglet Formation. Et si vous avez des questions particulières à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail à l'adresse qui figure ici en bas du diapo, formation@geomatique. À ce sujet, à propos des formations, très rapidement, j'aurai un petit sondage à vous soumettre pour connaître un peu mieux quels seraient vos besoins en matière de formation. Donc, je vais faire apparaître très rapidement un petit sondage. Voilà, qui devrait apparaître à votre écran. Je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. N'hésitez pas, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre avec plusieurs réponses. N'hésitez pas à y répondre et puis on regardera ensuite le résultat ensemble. Voilà, est-ce que vous seriez plutôt intéressé par une formation générale sur Global Mapper en ligne, une formation sur des points spécifiques de Global Mapper, une formation plutôt en présentiel, ou plutôt en ligne et en autonomie, ou peut-être que vous n'avez pas besoin de suivre de formation, dans ce cas, ça sera la dernière proposition. Allez, encore quelques secondes. Et je ferme le sondage et je le partage pour regarder avec vous le résultat. D'accord, donc une formation générale en ligne sur Global Mapper. Et beaucoup d'entre vous sont aussi intéressés par une formation sur des points spécifiques. C'est noté. Allez hop, je masque tout ça. On revient
à la présentation. Et j'en arrive à la présentation du programme de la séance d'aujourd'hui. Alors, je voudrais vous proposer une première présentation très rapide des points marquants de la version 23 de Global Mapper qui est sortie au mois de septembre de l'année dernière, donc en 2021, puisque c'est à cette occasion que l'on a basculé du module LIDAR vers l'extension Pro de Global Mapper. Donc, j'y reviendrai brièvement et puis ensuite on basculera assez rapidement sur la présentation des nouveautés de la version 24 qui, elle, est sortie au mois de septembre de cette année. Donc, c'est tout frais. Une première partie sera consacrée aux nouveautés de la version dite standard de Global Mapper, à peu près 20-25 minutes de présentation, et puis une deuxième partie sera consacrée aux nouveautés de l'extension Pro de Global Mapper. Voilà, à nouveau 20-25 minutes de présentation dédiée à cette partie 2. Voilà, mais avant toute chose, deuxième et dernier petit sondage à vous soumettre, simplement pour savoir quelle version actuellement vous utilisez de Global Mapper. Vous devriez avoir le sondage qui apparaît ici à votre écran. N'hésitez pas à y répondre. Encore une fois, je vous laisse quelques secondes. Est-ce que vous êtes déjà sur la version 24 ou est-ce que vous utilisez encore soit la version 23.0.1 ou bien la version 22.0.1 ou bien une version encore plus ancienne, ou peut-être que vous n'utilisez pas Global Mapper. Dans ce cas, le choix est également possible. Allez, n'hésitez pas à répondre, encore quelques secondes avant que je ne ferme le sondage. Allez, je clôture et on regarde ça ensemble. Hop, je le partage. Donc 35% d'entre vous sont déjà sur la version 24 et 40% d'entre vous travaillent encore avec la version 23. Bien. Parfait. Merci pour vos retours. Je masque le sondage et on revient à nouveau à la présentation. Mais écoutez, c'est parti, on va y aller. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions au fur et à mesure de la démonstration. Hop, et les points marquants de la version 23. Alors, quels sont-ils? Je le disais il y a quelques instants, c'est à l'occasion du mois de septembre 2021, lors de la sortie de la version 23, qu'a été introduit Global Mapper Pro, qui remplace le module LIDAR, qui contenait l'ensemble des fonctionnalités de traitement LIDAR. Maintenant, donc, dans cette extension Pro, on a les outils de traitement LIDAR, plus d'autres outils sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Les autres nouveautés qui ont été intégrées à l'occasion de cette version 23, c'est la fonction très demandée par de très nombreux utilisateurs depuis de très nombreuses années, la fonction d'annulation et de rétablissement des actions dans Global Mapper. C'est extrêmement pratique et ça a dû réjouir plus d'un utilisateur. On a eu également la possibilité cette fois-ci d'étiqueter des objets dans la vue 3D et de pouvoir finalement redresser les étiquettes dans une visualisation 3D pour avoir un rendu un peu plus optimal. On a également vu la prise en charge par Global Mapper des scripts Python, en langage Python. Alors ça, c'est via l'extension Pro, toujours via Global Mapper Pro. Grâce à depuis la version 23, on a la possibilité de créer des lignes de fracture. C'est un outil un peu cousin à l'outil de création de courbes de niveau, sauf que là, on va représenter des entités de lignes au niveau des ruptures de pente très fortes. Voilà, l'intégration également d'un outil de segmentation de nuages de points, une amélioration de l'outil de vectorisation automatique des données raster, et puis un processus simplifié pour procéder au transfert de données collectées via l'application Global Mapper mobile vers le Global Mapper de bureau. Voilà pour ces quelques mots très brefs sur les nouveautés qui concernaient la version 23 de Global Mapper. Nous sommes ici concernant les nouveautés de la version 24, donc j'y arrive. Et c'est parti pour ce qui concerne les nouveautés de la version 24 de la version standard de Global Mapper dans un premier temps. Qu'ai-je à vous dire à ce sujet? Tout d'abord, je voudrais que l'on s'intéresse à la nouvelle possibilité dans le profil de tracé de visualiser des entités de points 3D. Jusqu'alors, ce n'était pas possible.
Puis ensuite, on s'intéressera aux améliorations qui ont été apportées au traitement de nos données raster, notamment la possibilité de combiner plusieurs images à une bande en une seule et même image multibande. On s'intéressera à une nouvelle option qui permet de gérer le contraste d'un raster. Et puis ensuite, je basculerai sur l'éditeur de mise en page de la carte, qui a aussi connu quelques petites améliorations. J'aborderai les améliorations qui concernent le visualisateur 3D, notamment pour représenter des objets surfaciques et des entités de surface auxquelles on aurait appliqué une transparence. J'aborderai rapidement la question de la mise à jour des données land cover auxquelles on peut accéder en streaming directement via Global Mapper. Et je terminerai avec la possibilité de créer un objet dans Global Mapper, de lui assigner un lien cliquable, ça c'est pas nouveau, faire par exemple un fichier PDF. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va pouvoir pointer directement vers une page particulière d'un PDF. Voilà, donc ça c'est le programme de cette première partie. On va commencer avec le premier point qui concerne la visualisation des points 3D dans le profil de tracé. C'est parti, je bascule directement dans Global Mapper. Donc là, vous devriez avoir une autre représentation. Voilà, on est bien dans l'interface de Global Mapper. Donc, la fenêtre profil de tracé. Il était jusqu'à présent possible d'afficher l'emprise uniquement des entités de ligne et des entités de surface qui croisent la trajectoire d'un profil, et ce sous la forme, pour ceux qui connaissent déjà, la forme de petits symboles ponctuels agrémentés de lignes verticales. Désormais, avec la version 24, on a la possibilité de représenter des entités de points 3D, c'est-à-dire des points qui possèdent une valeur d'altitude dans les attributs, dans cette fenêtre de profil. Pour illustrer ça, je vais mobiliser deux exemples. Un premier exemple que l'on a ici à l'écran. On a ici un ensemble de données qui rend compte d'un lever drone où chaque point représente une image capturée par le drone. Donc, chacun des points ici représenté par une petite caméra noire. Ces points, ils sont superposés sur un modèle numérique de terrain de la zone étudiée. Je précise entre parenthèses qu'il s'agit d'ailleurs d'un exemple que l'on mobilise en formation pour comprendre comment fonctionne l'outil Pixels 2 Points que vous avez juste là, qui permet d'effectuer des traitements de photogrammétrie avec l'extension Pro de Global Mapper. Bon, dans cet exemple, je voudrais simplement visualiser une coupe topographique qui suive l'itinéraire emprunté par le drone. Voilà. Et sur cette coupe, je voudrais représenter mes points qui sont ici sur la carte. Alors d'abord, je vais paramétrer mon profil. Donc je sélectionne mon outil profil de tracé. Clic droit n'importe où sur la carte, réglage du profil de tracé. Et là, alors, je vais déjà paramétrer mon corridor d'altitude. Ici, rien de nouveau. Alors moi, je choisis de garder l'altitude moyenne le long de la perpendiculaire et je spécifie une distance maximum à partir du tracé de 1 mètre. Jusque-là, rien de nouveau. Par contre, je pense bien à cocher cette nouvelle option, dessiner des entités de points 3D dans le corridor du tracé. C'est cette option qui va me permettre de représenter mes points sur mon profil. Donc là, c'est bien le cas, elle est bien cochée, je peux fermer ma fenêtre, je clique sur OK et je vais pouvoir créer mon profil. Alors moi, je veux, je l'ai dit tout à l'heure, un profil qui suive l'itinéraire du drone. Je n'ai pas d'entité de ligne qui rende compte de cet itinéraire, donc je vais la créer moi-même à partir de mes entités de points. Je sélectionne tous mes points, je fais un clic droit n'importe où sur la carte, créer des entités de ligne, créer une nouvelle entité de ligne à partir des points sélectionnés. OK, je vais nommer la couche de sortie, itinéraire drone par exemple, je clique sur OK et voici notre entité de ligne qui vient d'être créée. On veille bien à la sélectionner. Hop là. Et je vais maintenant créer mon profil à partir de cette entité de ligne. Donc je fais un clic droit n'importe où sur la carte, analyse, mesure, profil de tracé. Hop, et là, ma fenêtre profil de tracé est apparue. Je la ramène au premier plan. La voici. Alors c'est une fenêtre qui est ancrable, je le rappelle. Là, je vais la mettre ici. Et on obtient donc ici notre profil.
et sont placés à l'altitude indiquée dans les attributs de nos points sur le profil. Alors ça donne en tout cas ici une première représentation à quelle altitude a pu voler le drone. Voilà, pour cette première représentation. Ça correspond ici à l'altitude de vol du drone au moment du lever. Premier exemple, vraiment très simple. Je vais en mobiliser désormais un deuxième pour terminer d'illustrer cette petite nouveauté, où je bascule sur un autre espace de travail. On a ici, alors, encore une fois, un espace de travail que l'on mobilise en formation pour illustrer la procédure de rectification verticale, quand on a besoin de rectifier en vertical un nuage de points. Donc on a un nuage de points colorisé en valeur RVB, et par-dessus, on voit qu'on a 6 points de contrôle dont on a besoin pour procéder à la rectification. Dans l'exemple qui nous concerne aujourd'hui, je voudrais simplement pouvoir visualiser ces 6 points dans une vue en coupe. Donc, comme tout à l'heure, je vais d'abord paramétrer mon profil de tracé. Donc, je clique sur mon outil, profil de tracé, exactement comme tout à l'heure, clic droit n'importe où sur la carte, réglage du profil. Et là, par contre, je vais en bas à droite cocher l'option afficher les points lidar, hop, dans le champ option affichage lidar. Et là, ici, je vais spécifier une valeur de 75 mètres et de 0,25 mètres pour spécifier mon corridor. Et encore une fois, je veille bien à ce que ma nouvelle option, ici, dessiner des entités de points 3D dans le corridor du tracé, soit cochée. On clique OK. Et là, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, je vais tracer mon profil à main levée. Donc, l'outil est bien actif. Je fais un premier clic gauche et puis un second clic droit pour fermer le tracé. Je fais apparaître ma fenêtre, je vais l'ancrer, hop, et voici ce que l'on obtient. Alors une vue en coupe de notre nuage de points lidar, plus par-dessus nos 6 points de contrôle au sol qui apparaissent ici avec le même symbole, un point rouge sur le profil. Voilà pour ce qui est de cette première amélioration apportée à la version standard de Global Mapper 24. Alors, concernant les améliorations apportées au traitement des données raster, je voudrais poursuivre avec la possibilité désormais de pouvoir combiner plusieurs images à une bande en une seule et même image multibande. Je vais pour cela utiliser cet espace de travail-là qui comporte des données issues de Landsat 8, qui sont des données utilisées de façon courante, sous forme de données brutes, où chaque couche, ici, correspond à une bande. Ce que nous avons ici, alors ce sont en particulier les 3 bandes, B2, B3 et B4, que je vais utiliser, qui correspondent aux bandes RVB, rouge, vert, bleu. L'affichage ici se fait sur une échelle de grille, vous l'aurez remarqué. Ce que je vais regarder aussi, c'est les métadonnées d'une de mes couches. Vous voyez, je vais faire un clic droit sur une de mes couches dans le centre de contrôle, métadonnées. Et je voudrais attirer simplement votre attention sur un des champs qui se trouve juste ici, qui s'intitule num bande, pour nombre de bandes contenues dans la couche. Et là, on s'aperçoit qu'on n'en a bien qu'une seule. Voilà, et c'est le cas pour l'ensemble des couches qui sont ici dans le centre de contrôle. Donc moi, je voudrais me servir de ces 3 bandes, hop, que je sélectionne ici dans le centre de contrôle, pour les fusionner, pour obtenir une seule et même couche multibande, soit une image composite en vraie couleur. Voilà, c'est l'objectif qu'on se donne ici. Donc, je les sélectionne dans le centre de contrôle et je me rends dans le menu couche. Multibande à partir d'une ou plusieurs couches à bande unique. C'est ça la nouveauté. Je sélectionne ce sous-menu. Comme j'ai présélectionné dans le centre de contrôle mes 3 couches, vous voyez, elles le sont déjà dans cette fenêtre de sélection. Donc là, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et l'on a cette fenêtre de dialogue qui apparaît, qui nous permet, si on le souhaite, de supprimer certaines couches qui finalement ne nous intéresseraient plus. Ici, ce n'est pas le cas, je garde bien mes 3 couches. Par contre, je vais renommer ma couche de sortie.
Très simplement, je vais l'appeler couche multibande. Hop, et je clique sur OK. Vous allez voir, ça va aller très vite. Portez votre attention sur le centre de contrôle. Vous allez voir ce qui se passe. OK. On a nos 3 couches B2, B3, B4 qui ont disparu et qui ont été remplacées par notre nouvelle couche multibande, donc celle que l'on vient de créer. Ça a été très rapide. Si on se rend dans les métadonnées de cette couche, clic droit, métadonnées, on se rend compte ici que la valeur num bande, donc nombre de bandes contenues dans la couche, est maintenant de 3. Voilà. Bon, par contre, il est vrai qu'on obtient ici une colorisation qui n'est pas très fidèle à la réalité. Les zones terrestres qu'on a notamment par ici sont probablement pas aussi bleues qu'elles apparaissent ici à l'écran. Donc il faut pour cela qu'on réorganise l'ordre des bandes rouge, vert, bleu. Parce que par défaut, ces 3 bandes se présentent dans cet ordre précis depuis très longtemps, rouge, vert, bleu, et ce de façon traditionnelle. Landsat, comme beaucoup d'autres systèmes, font comme ça. C'est d'ailleurs ainsi que Global Mapper fonctionne par défaut. Mais avec le changement notamment vers Landsat 8, il arrive que cet ordre soit inversé, que ce soit pas rouge, vert, bleu, mais bleu, vert, rouge. Donc on va réorganiser cela pour avoir une représentation plus réaliste. Et ça se fait très simplement dans les options de la couche. Donc je me rends dans les options de ma couche multibande, clic droit sur la couche dans le centre de contrôle, options. Et là, je me rends sur l'onglet tout à fait à droite, paramètres de bande. Voilà, et là on a un petit raccourci, c'est la dernière liste déroulante, celle qui se trouve juste ici. Hop, et je peux choisir BGR pour bleu, vert, rouge. Et vous allez voir, ça va réorganiser juste au-dessus mes listes déroulantes, vous allez voir. Hop là, voilà. Bon, on aurait pu le faire manuellement via ces champs, ces 3 champs juste au-dessus. On a un raccourci à disposition, autant l'utiliser. Je clique sur OK, et voilà le résultat que l'on obtient. Bien entendu, il est possible d'exporter cette image telle qu'elle se présente ici à l'écran dans un des multiples formats proposés par Global Mapper. Je vous rappelle au passage que ce sont plus de 300 formats de fichiers qui sont pris en charge en import et export par Global Mapper. Voilà pour cet exemple-là. Qu'ai-je d'autre à vous dire? La combinaison d'images à une bande, nous venons de le voir. Toujours concernant le traitement des données raster, il y a une et voire même 2 nouvelles options qui ont été intégrées dans la fenêtre des options des rasters pour gérer le contraste. Je vous montre ça de suite. Hop, mais cette fois-ci avec un nouvel espace de travail, c'est celui-ci. Voilà. Encore un exemple utilisé d'ailleurs en formation. Alors, tac. Alors, ici, on a une seule et même zone géographique qui a été prise à 2 dates différentes, en 2005 et en 2018. Alors, si j'utilise l'outil de balayage, qui n'est pas du tout un outil nouveau, pour le coup, celui-ci il existe depuis très longtemps, on a la possibilité de faire glisser l'image du dessus pour laisser faire apparaître l'image du dessous. Et là, en l'occurrence, l'image du dessus, c'est mon image qui a été prise en 2005. L'image dessous, c'est celle qui a été prise en 2018. Et on s'aperçoit que la qualité de l'image de 2005 est bien moins bonne que celle de 2018. Donc, si on souhaite effectuer un travail de comparaison entre les 2 images, ce travail-là ne sera pas aisé. Ce que je voudrais, moi, c'est utiliser l'histogramme de mon image de 2018 pour l'appliquer sur l'image de 2005. Ça se fait de manière extrêmement facile et rapide. Je me place sur l'image sur laquelle je souhaite intervenir. En l'occurrence, c'est mon image de 2005. J'ouvre sa fenêtre des options, donc clic droit, options. Hop. Et cette fois-ci, je me rends sur l'onglet ajustement du contraste de la couleur. Et vous voyez tout en bas de la fenêtre, on a un nouveau champ qui s'appelle histogramme de correspondance. Je vais pouvoir cocher cette option-là, hop, et choisir l'image qui possède l'histogramme que je souhaite appliquer. Donc, je clique sur OK et je clique tout simplement sur appliquer.
Voilà, le traitement est normalement très rapide et voilà le résultat que l'on obtient. Hop, j'utilise à nouveau mon outil de balayage qui me permet de pouvoir désormais comparer un petit peu plus facilement mes deux images. Voilà pour ce premier exemple et cette première petite nouveauté qui permet de gérer l'histogramme associé à une image raster en se servant de celui d'une autre image raster qu'on aurait également préalablement chargée dans Global Mapper. Alors, autre exemple que je vais vous illustrer de suite. Alors, je vais le charger. Cet espace de travail-là, je le décharge. Hop là, je vais aller le chercher rapidement. Celui-ci, je ne l'ai pas chargé au préalable, très rapidement. Voilà. Ici, on a un espace de travail composé de deux vues au niveau d'une petite ville qui s'appelle Aolé. Alors c'est exactement la même image qui se trouve dans la couche avant et dans la couche après. Simplement, le fait de l'avoir chargée deux fois et d'avoir mise l'une à gauche et l'autre à droite, ça va nous permettre de bien comparer le résultat après l'application de la nouvelle option dont je veux vous parler. Donc, à droite, on a la couche avant et, pardon, je recommence. À gauche, nous avons la couche avant et à droite, nous avons la couche après, celle sur laquelle je vais appliquer mon traitement. Donc, je double-clique sur ma couche après, simplement pour ouvrir la fenêtre des options, et je me rends sur l'onglet Ajustement du contraste de la couleur. Et la nouvelle option qui a été intégrée dans cette version 24, c'est celle-ci, linéaire, agrandissement personnalisé, pour régler le contraste ici. Vous allez voir, je vais la sélectionner et je vais cliquer sur Configurer. Ça va nous permettre d'afficher l'histogramme pour chaque bande qui compose notre image. Donc, à obtenir une représentation graphique des bandes individuelles. Hop. Alors ici, on a un graphique pour le rouge, vous voyez, B1. On a la possibilité de venir modifier justement la plage de cette bande-là. Par exemple, si ici je veux quelque chose d'un petit peu plus ramassé, je vais aller de 0 à 220. Même chose pour le vert, vous voyez, on obtient cette fois-ci cette représentation-là. Et puis pour le bleu, hop, même chose, je vais appliquer une valeur de 0 à 220. Hop, je clique sur OK. Et là, regardez bien ce qui va se passer donc à droite de l'écran dans la deuxième vue. Je clique sur OK. Et là, on a légèrement changé le contraste de cette image-là, rendant peut-être un petit peu plus facile l'identification de certaines entités, de certains objets qui apparaîtraient ici sur notre image. Voilà pour la présentation de ces deux petites nouveautés, alors qui se trouvent dans les options de votre couche raster. Double-clic sur la couche dans le centre de contrôle. Vous vous rendez sur l'onglet Ajustement du contraste. On est venu utiliser cette option-là. Et rappelez-vous que vous avez aussi accès à l'histogramme de correspondance pour utiliser l'histogramme d'une autre couche raster. Hop. Alors, je voudrais désormais aborder la question de l'amélioration, des différentes améliorations plutôt qui ont été apportées à l'éditeur de mise en page de la carte de Global Mapper. Et je vais mobiliser un espace de travail qui me permettra aussi de vous présenter les différentes améliorations qui ont été apportées à l'affichage de la vue 3D pour représenter nos entités vectorielles. Donc, c'est parti. Hop, je vais basculer à nouveau sur un autre espace de travail, c'est celui-ci. On est ici au niveau de la ville de Portland, située dans le Maine. On part du principe qu'on a terminé les traitements, les analyses que l'on avait à faire sur la carte. On ne reste plus qu'à la mettre en page pour éventuellement l'exporter en géospatial PDF ou un autre format destiné par exemple à être imprimé. Dans ces cas-là, moi je vous recommande vivement d'utiliser l'éditeur de mise en page de la carte qui se trouve juste là où pointe mon curseur. Je clique dessus. Et là, j'ouvre mon éditeur de mise en page de la carte. Alors là, il y a une étape qui manque parce que j'ai déjà en amont préparé mon éditeur pour mettre en page très grossièrement ma carte.
Si on partait de zéro, en cliquant sur l'outil, directement Global Mapper vous demanderait de spécifier le format de la page que vous souhaitez utiliser et la zone de la carte qui vous intéresse de représenter sur la page. Voilà, ici on a zappé, pour ainsi dire, ces étapes-là, simplement pour que je puisse vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir ajuster le placement, le positionnement, la taille des objets qui constituent notre mise en page. Et là, je vais pour cela me baser sur les petits éléments de texte qui ont été insérés sur la mise en page. Je vous le rappelle, pour insérer des éléments de texte dans l'éditeur de Global Mapper, vous faites un clic droit sur la carte, insérer, et vous avez la possibilité d'insérer du texte, au même titre qu'une barre d'échelle, qu'une flèche nord, qu'une légende, qu'une image. Ça, c'est nouveau. Vous avez la possibilité aussi désormais d'insérer des éléments de flèche. Je clique dessus. Vous avez la possibilité de paramétrer le style de cette flèche, donc la tête de la flèche, le style de ligne, le style de la queue, si vous le souhaitez, c'est pas obligé, sa couleur et puis l'épaisseur de la flèche. Bien. Jusqu'à présent, on avait la possibilité, si on sélectionne un objet, de faire un clic droit et de l'aligner, cet objet-là, avec les marges de la page. Donc, par exemple, là, si je veux l'aligner à gauche et puis en bas, c'est tout à fait possible de le faire, vous voyez, hop, sans avoir à le bouger manuellement en effectuant un cliquer-glisser. Si maintenant je voudrais que cet objet-là et cet objet-là aient la même hauteur, eh bien, je vais les sélectionner en même temps. En maintenant ma touche contrôle, je fais un clic droit n'importe où sur la carte, mettre aux mêmes dimensions. Ça, c'est une petite nouveauté de la version 24. Et là, je choisis aux mêmes dimensions selon la hauteur du deuxième objet sélectionné. Hop, là, ça a été fugace, mais la hauteur de cet objet-là vient bien d'être modifiée en fonction de celle-ci. Et maintenant, je voudrais coller mes deux objets qui soient parfaitement alignés. Donc, je sélectionne l'objet qui se trouve un petit peu au-dessus au niveau de la page, clic droit à nouveau, et là je vais demander à accrocher cet objet au plus proche voisin par rapport à la droite de ce voisin. Là je choisis droite, hop, et nos deux objets sont bien parfaitement alignés. Voilà, quelques options qui nous permettent de ne pas manipuler trop manuellement les objets pour les replacer ou les redimensionner. Je précise que l'éditeur de mise en page, c'est une fenêtre sur laquelle l'équipe de développement de Global Mapper continue de travailler. D'autres améliorations sont à venir dans des versions futures. Alors, je vais fermer cet éditeur de mise en page de la carte pour cette fois-ci faire apparaître le visualisateur 3D que je vais ancrer sur ma droite, juste là. Hop. Et là, vous voyez, on a une représentation de nos objets, des empreintes de nos bâtiments qui apparaissent dans la vue 2D. On les voit bien extrudées ici à droite. Je voudrais avoir une représentation de ces bâtiments en transparence, ce qui n'était pas possible avant la version 24. Eh bien, on va le faire ensemble. On va appliquer une transparence à nos objets. Ça se passe dans la vue principale de Global Mapper et d'ailleurs plus particulièrement dans les options de notre couche. Donc là, je vais intervenir sur l'ensemble des objets de ma couche. Donc, je me rends dans le centre de contrôle, double-clic sur la couche, ici Buildings, pour ouvrir la fenêtre de ces options. Onglet Style des entités de surface. Utilisez le même style pour toutes les entités. Alors, on va appliquer un remplissage gris. On ne va pas appliquer de style de bordure. Donc, je choisis ici nul. Ça nous évitera d'avoir les arêtes noires que l'on peut constater ici dans le visualisateur 3D. Et puis, on va appliquer une transparence d'environ 50%. Voilà. Je clique sur OK. OK. Et voilà, donc on a une transparence qui est visible dans la vue 2D et puis une transparence qui est également visible dans la vue 3D, qui rend ainsi une perspective possible et puis la possibilité voilà, d'avoir une représentation des objets qui seraient situés en arrière-plan. Ça, c'est intéressant aussi à partir du moment où vous créez des trous, des zones vides à l'intérieur de vos polygones. Je vais le faire de suite. Vous voyez, je vais faire apparaître un polygone dans le centre de contrôle. Je vais alors zoomer dessus pour le voir sur la carte. Vous voyez, il est ici. Je vais le sélectionner, ce polygone. Et je vais m'en servir pour faire un trou dans le polygone qui est juste dessous, pour simuler, pourquoi pas, une cour intérieure au bâtiment.
Donc là, je vais procéder à un découpage très classique, hein. Ça, c'est pas du tout une nouveauté de la version 24, on peut le faire déjà depuis bien longtemps. J'utilise mon outil de découpage, hop, je procède comme ceci, et voilà, en quelques secondes, quelques clics, le découpage est fait, et surtout, constatez le résultat dans ma vue à droite, ici dans le visualisateur 3D. Voilà ce que l'on peut visualiser, hop, quand on a un trou dans un polygone qui est extrudé dans le visualisateur 3D. Voilà pour ça. Bien, on a bien avancé pour ce qui est des nouveautés de la version standard de Global Mapper 24. J'ai une dernière petite chose à vous dire à ce sujet. Je mentionnerai qu'une mise à jour a été apportée concernant les données Land Cover et leur accès en ligne. Je vous montrerai comment est-ce que l'on y accède. Et puis, j'enchaînerai avec la manière dont on peut renvoyer vers une page en ajoutant un lien cliquable dans les attributs d'une entité vectorielle. C'est parti, on va terminer avec ça. Je change d'espace de travail. Ce sera le dernier pour cette partie 1. Hop là. Donc là, je vais charger dans cet espace de travail-là des données Land Cover auxquelles j'ai pu accéder via le petit bouton ici, se connecter à une base de données en ligne, la petite sphère bleue. Et là, vous voyez, on a un champ Land Cover. Vous avez les différentes catégories qui vous sont proposées ici, juste en dessous, dans la petite liste déroulante. Hop. Alors, bon, on a ici accès donc à des données très précises, de très bonne qualité, qui sont intéressantes pour identifier par exemple des changements au niveau de zones côtières, au niveau de zones humides. Bon, là, on est au niveau de la ville de Londres. On a des couleurs particulières associées à chaque zone qui correspond à une légende bien particulière qui est documentée dans un document bien particulier qui correspond à cette représentation-là, Land Cover, document PDF que j'ai rangé dans un répertoire correctement. Et je voudrais créer une petite entité dans un coin de ma carte qui me permettrait, quand je clique dessus, d'ouvrir ce fichier PDF et de me mettre à la page où figure la légende de ma carte. Voilà, c'est l'objectif qu'on se donne ici. Alors, je vais le faire de suite. Vous allez voir, ça va être très rapide. Je vais créer un objet. Alors ici, ça va être un petit cercle. Très rapidement, vous voyez, comme ceci. Hop. Et je vais donc faire un renvoi vers mon fichier PDF, mais plus précisément vers la page où se trouve la légende. Je sais exactement où est-ce qu'elle se trouve. Donc je clique ici sur Ajouter un lien de fichier. Ça, c'est pas nouveau, c'est déjà possible de le faire auparavant. Je vais choisir fichier, c'est celui-ci, Word Cover. C'est un PDF. Je clique sur Ouvrir. Et là, vous voyez, on a un nouveau champ attributaire. Je vais cliquer sur Modifier. Et la petite subtilité, la petite nouveauté va consister ici. Hop, ah bah alors c'est déjà le cas, ça il me l'a gardé en mémoire. Je vais le faire, je vais le supprimer puis on va le faire ensemble. Ça va être d'aller tout à fait à droite du chemin ici, après le point PDF. Je vais renseigner un petit dièse. Hop là, vous allez renseigner page égale. Et là, vous rentrez le numéro de la page concernée. Là, moi, je sais que la page où figure ma légende, c'est la page numéro 13. Voilà. Vous cliquez sur OK. OK. Ah oui, alors vous renseignez bien la couche de destination, que je vais nommer ici légende. Vous cliquez sur OK. Et là, vous allez vous munir de l'outil Info de Global Mapper. C'est le petit i dans un rond gris. Vous pouvez croiser les doigts, on ne sait jamais, et vous pouvez sélectionner votre entité. Hop. Global Mapper reconnaît automatiquement qu'on a un lien. Il nous demande comment est-ce qu'on souhaite ouvrir le fichier vers lequel le lien renvoie. Alors moi, via l'application spécifiée par défaut dans Windows pour lire un PDF. Je clique sur OK. Et voici mon fichier qui apparaît à la bonne page, page 13. Voici pour les renvois. Partie 2.
Désormais, place aux nouveautés qui concernent la version pro de Global Mapper 24 et je vois une petite question dans le panneau questions. Peut-on récupérer les couches initiales? J'imagine que cette question fait référence à la petite démonstration sur la création d'une couche multibande à partir de plusieurs couches distinctes. On a vu qu'au moment où on génère la couche multibande, les couches distinctes disparaissent. Vous pourrez les récupérer en effectuant un nouvel import de vos couches. Voilà, ce sera la manière de les récupérer parce qu'en effet, elles disparaissent du centre de contrôle, mais vos fichiers en dur, bien évidemment, ne sont pas supprimés. Voilà. Bon, concernant les nouveautés de la version Pro, quelles sont-elles? Alors, on a de grosses nouveautés qui ont été importées à l'enregistrement de vos scripts. En ce qui concerne également la création de scripts à partir des fenêtres d'analyse, pour les personnes qui ont l'habitude de créer des scripts Global Mapper, vous allez voir, ça va être désormais beaucoup plus pratique avec la version 24. J'aborderai aussi une grosse nouveauté qui a été apportée à Global Mapper qui concerne l'outil de variographie et de crigeage. Et pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières avec ces notions-là, je ferai un tout petit point de vocabulaire. Et puis j'aborderai les nouveautés qui concernent la visualisation d'images en séparation de bandes de nos nuages de points LIDAR et je terminerai avec la question de la fusion des fichiers Global Mapper Package. Hop. Alors, c'est parti. On bascule dans Global Mapper avec la question alors, de l'enregistrement des scripts et la création de scripts à partir des fenêtres d'analyse. Je vais partir d'un espace de travail vierge. Hop, il sera celui-ci. Les scripts, ils font partie de Global Mapper depuis longue date. C'est pas du tout un aspect nouveau du logiciel. Pour autant, on a une manière un peu plus aisée de les créer qui est désormais disponible. Alors déjà, on a un éditeur de scripts auquel on peut accéder via le menu fichier qui a été intégré dans la version 23 et qui permet de ne plus nécessairement créer les scripts dans un éditeur de texte à part, mais cette fois-ci directement dans Global Mapper. Et avec la version 24, eh bien, on a désormais la possibilité d'enregistrer des scripts en suivant un flux de travail directement dans l'interface utilisateur. Voilà, chose qui est permise via l'outil que je vous montre ici, qui s'appelle le constructeur de script, qui va permettre en fait d'enregistrer sous forme de commande de script chaque action exécutée dans Global Mapper. Donc, on va l'illustrer de suite ensemble, cette petite fonctionnalité. Je vais l'ouvrir, ce constructeur de script. Hop. Alors, je vais le faire apparaître, il est juste ici. Voilà, et je vais l'ancrer, c'est une fenêtre que vous pouvez ancrer dans votre interface. Moi, j'aime bien le mettre ici, juste en dessous du centre de contrôle pour l'avoir bien en vue. Et vous voyez ici, il est actif. D'accord, l'enregistrement est en cours et je vais pouvoir suivre un flux de travail et l'enregistrer en même temps dans mon constructeur de script. Hop. Alors, on me dit que ma fenêtre est bloquée sur la partie 2 de mon diaporama, ce qui normalement n'est pas censé être le cas. Est-ce que vous pourriez me dire dans le panneau questions ce qu'il en est de votre côté, s'il vous plaît? Juste pour que je m'assure que la représentation est bonne pour tout le monde. Alors, c'est revenu a priori. Donc, c'est parti. Là, on est bien sur l'interface de Global Mapper Pro. Voilà, très bien. Merci à vous. Merci pour vos retours. Donc, je m'apprêtais à suivre un flux de travail vraiment très simple. Je vais d'abord charger un modèle numérique de terrain. Ensuite, on va créer des courbes de niveau. Et puis, ces courbes de niveau, je vais les exporter. Et tout ça, je veux le créer en script. Donc, c'est parti. J'ai bien ouvert mon constructeur de script et j'ai lancé l'enregistrement. Donc, je vais d'abord importer ma couche, fichier ouvrir. Je vais la chercher. Hop, elle n'est pas très loin. C'est celle-ci. Je clique sur ouvrir. Et donc là, vous voyez dans le constructeur de script, j'ai une première commande qui apparaît. Première étape, commande import avec le paramètre associé.
Ma deuxième étape, on a dit que c'était la création de courbes de niveau à partir de ce modèle numérique de terrain. Eh bien, c'est parti. Créer des courbes de niveau. Je nomme la couche courbe de niveau. Alors, ce sont des courbes de niveau qui auront un intervalle de 5 mètres. Voilà, je spécifie ma valeur de 5 mètres, courbe de niveau mineur 5, courbe de niveau majeur 10. Et puis, je vais paramétrer ma résolution, 5 mètres en X et 5 mètres en Y. Le reste, je le laisse par défaut. Ce sera bien sûr répercuté dans les valeurs associées à mon script. Et je clique sur OK. Voilà, mes courbes de niveau sont créées. Et on a bien dans le constructeur de script une nouvelle commande. Voilà. Troisième étape, troisième et ultime étape, eh bien c'est l'export de nos courbes de niveau. C'est parti, clic droit sur notre couche, couche exporter. Alors, on a dit qu'on les exportait en shapefile, on pourrait très bien choisir un autre format, hein. Shapefile, OK. Je définis mon répertoire. Alors, j'ai bien fait les choses, on a déjà un répertoire de sortie, donc j'ai plus qu'à nommer ma couche de sortie que je vais nommer à nouveau courbe de niveau. Enregistrer. Voilà, ici je vais très vite, hein, je laisse par défaut les options qui sont ici présentées, sachant que ça, ce sera encore une fois répercuté dans les paramètres de votre script. Et je clique sur OK. Voilà, donc l'export vient d'être effectué, et vous voyez, cette fois-ci, on a bien nos 3 étapes dans le constructeur de script. Ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir ces différentes étapes-là dans l'éditeur de script, via le petit bouton qui s'affiche juste ici. Hop, je vais vous le faire apparaître ici à l'écran, et voilà notre script avec une représentation en couleur qui normalement devrait vous aider à lire le plus simplement possible votre script, avec en bleu clair les commandes, en bleu foncé les paramètres et puis les valeurs en orange. Ce qui m'amène aussi à vous présenter, en tout cas à attirer votre attention sur la possibilité de copier des commandes de script directement via les fenêtres d'analyse de Global Mapper. Si maintenant je voudrais ajouter une commande à mon script qui concerne, je ne sais pas moi, l'analyse d'un bassin versant au niveau de mon modèle numérique de terrain. Bon, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur l'outil créer un bassin versant. Hop. Et là, donc, on a la fenêtre de dialogue qui va bien, qui s'affiche. Vous pouvez la paramétrer. Une fois que c'est paramétré, vous pouvez demander à copier le script. Ça, c'est un nouveau bouton auquel vous aurez accès qu'avec la version pro de la version 24 de Global Mapper. Donc, je clique dessus, je ferme ma fenêtre et maintenant, je vais l'intégrer à mon script. Hop là. Donc, je vais l'intégrer ici, pourquoi pas. Là, je vais faire un coller. Vous voyez, on a un petit bouton coller, mais un CTRL-V, ça fonctionne aussi. Et voilà la commande que l'on vient d'intégrer à notre script, tout simplement. Script que vous pouvez tout à fait enregistrer sous, fichier enregistrer sous. Hop là, je vais l'enregistrer ici, dans mon dossier Output. J'y arrive, je le laisse nommer script, enregistrer. Et du coup, je peux fermer mon éditeur, je peux même décharger mon espace de travail, CTRL-U, sans l'enregistrer. Et si maintenant, je veux ouvrir mon script, eh bien, je passe par l'éditeur de script. Je fais Fichier, Ouvrir. Là, je viens choisir mon script, Ouvrir, et là, je le retrouve. Donc, je peux le modifier, je peux l'exécuter si je le souhaite. Je peux venir changer certaines valeurs, certains noms de fichiers, certains renvois vers certaines données en particulier. Et voilà. Voilà pour ce qui est des améliorations assez importantes à apporter à la création de scripts Global Mapper. Bien, je vois que le temps file, 14h50 déjà. Petit retour au diaporama. Alors, enregistrement de script, création de script à partir des fenêtres d'analyse, ça c'est vu. J'ai illustré le deuxième point juste avec la fenêtre de création de bassin versant, d'analyse de bassin versant. Ça fonctionne également avec tous les boutons d'analyse, hein. Création de courbe de niveau, création de modèle numérique de terrain, analyse d'intervisibilité. Vous retrouverez ce bouton. Je voudrais désormais rapidement aborder la question du nouvel outil variographie écrigeage. Hop. Et pour cela,
je vous ai préparé une petite présentation très rapide de ce que l'on entend ici par variographie et crigeage, et surtout par ce qu'on entend par crigeage. Qu'est-ce que c'est que le crigeage? Alors déjà, c'est un terme qui est dû à Georges Matron et qui fait référence aux travaux pionniers de Danny Krige, qui est un ingénieur sud-africain. Le crigeage, c'est une méthode d'interpolation très puissante. Alors, j'ai prononcé le terme d'interpolation. Beaucoup d'entre vous sont certainement amenés à créer des modèles numériques de terrain ou des modèles numériques de surface qui sont dérivés de nuages de points dont l'interpolation est une méthode inhérente. Voilà. Alors, c'est vrai que le crigeage, il peut souvent relever de méthodes très techniques et reposer sur des traitements géostatistiques qui peuvent paraître assez lourds. En tous les cas, de manière générale, le but du crigeage, il est double. L'idée, c'est d'implémenter une méthode qui permet d'obtenir une prédiction non biaisée et d'aider à limiter ce qu'on appelle les biais d'échantillonnage et à minimiser les erreurs. Alors, on a différents domaines d'application, divers et variés, où le crigeage peut intervenir, notamment dans les domaines miniers ou en géologie. On peut aussi penser à l'agriculture moderne pour la surveillance de la santé des plantes, l'identification de la concentration de nutriments dans le sol. Ici, moi, je vais mobiliser un exemple très simple qui devrait parler à tous. Nous, on va travailler à partir d'un nuage de points. Donc, je vais basculer de suite dans un nouvel espace de travail, hop, qui est celui-ci. Pour essayer de vous illustrer le plus simplement possible cet outil de variographie et crigeage. Ici, on a chargé une couche avec un nuage de points qu'on souhaiterait utiliser pour le transformer en un modèle numérique de terrain. Or, on constate que ce nuage, déjà, il n'est pas très dense, il possède des zones où on manque d'informations, on manque de points. Clairement, là où il y a mon curseur, il n'y a pas beaucoup de points. Donc la méthode par crigeage, elle va reposer ici sur la relation entre tous les points connus qu'on a dans le nuage et va évaluer comment leurs valeurs varient. Donc on va se focaliser sur les valeurs d'altitude, de profondeur associées à chacun de nos points pour estimer où est-ce que l'on pourrait ajouter d'autres points là où il n'y en a pas, le plus précisément possible. Voilà pourquoi on va utiliser ici cette méthode de crigeage. Alors déjà, pour l'utiliser, il va falloir faire apparaître l'outil auquel vous avez accès via le menu Analyse, tout en bas, Variographie et Crigeage. Je le sélectionne et ça va nous faire apparaître un outil assez costaud, qui est bien riche en nombreuses options. On n'aura pas le temps de le regarder en profondeur aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que je vous présente simplement et rapidement ces principales étapes. Dans un premier temps, on va donc spécifier quelle est la couche source que l'on souhaite utiliser pour le traitement. Et ici, c'est donc notre couche soundings.shp. Je la sélectionne. Ça va nous faire apparaître ce que l'on appelle ici un variogramme empirique qui apparaît juste en dessous et qu'on va pouvoir paramétrer à partir des petites options qu'on a juste en dessous, là, que je vous montre avec mon curseur, que je vais laisser par défaut pour aujourd'hui. Je vais zoomer un petit peu par contre sur mon graphique. Voilà, pour vous montrer d'un petit peu plus près comment est-ce qu'il se présente. Là, on peut voir nos points avec des barres d'erreur qui permettent de nous montrer comment les points varient ici en fonction de la distance. Avec donc un variogramme empirique qui trace la variance en fonction de la distance de séparation de nos points. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a une variété de paramètres qui vont vous permettre d'ajuster tout ça. Bon, une fois qu'on a représenté notre variogramme empirique qui dit à quoi ressemblent nos données, on va pouvoir maintenant créer un graphique théorique à partir de l'option que je viens de sélectionner ici. Je vais la développer en cliquant sur le petit plus pour ajuster nos données. Il existe tout un tas de modèles standards, vous les avez ici, sous forme de liste. Donc on va appliquer un variogramme théorique pour appliquer une fonction continue qui représente la variance en fonction de la distance de séparation à partir d'un modèle mathématique bien précis que je ne vais pas détailler ici aujourd'hui. Nous, on va utiliser simplement un modèle gaussien. Ici, hop,
je développe ici modèle gaussien, je clique sur la petite option afficher le tracé et là vous voyez on a donc le tracé qui vient se mettre sur notre variogramme juste au-dessus. Voilà, ça c'est la première étape. Et deuxième et dernière étape, eh bien, ça va être d'appliquer le traitement par crigeage. Alors là, on va venir développer l'option crigeage. Hop, je laisse toutes les options par défaut, encore une fois, et je viens cliquer sur le petit bouton en bas à gauche pour lancer le traitement. Hop là. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, en sortie, vous allez avoir une couche que vous allez pouvoir développer dans le centre de contrôle. Alors, je vais masquer temporairement la couche source. Vous avez donc un nuage de points estimé avec une proposition de points estimés, voilà, spatialement au niveau de la zone. Vous avez également ici une couche raster qui vous donne une première vue du mesh qui serait produit et puis une autre image ici raster qui vous est proposée et qui vous donne donc une idée de l'incertitude calculée à travers ici le modèle. Voilà. Plus les tons sont chauds, plus l'incertitude est forte. Voilà pour ça. Bon, comme vous vous en doutez, ça mériterait d'entrer bien plus dans le détail. Malheureusement, le temps nous manque. Donc, vous vous souviendrez, pour accéder à cette fenêtre variographie et triage, vous irez dans le menu Analyse. Et c'est ici. Hop. Alors, les scripts, c'est vu. Variographie et triage, c'est vu. Il me reste deux petits points à vous montrer concernant l'amélioration apportée à la visualisation d'images en séparation de bandes. Ce sera très rapide, très efficace. Et puis, quelques mots rapides sur la fusion des fichiers Global Mapper Package dans le Global Mapper de bureau. Et je conclurai le webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. J'y réponds avec plaisir. Alors, nouvel espace de travail. Hop, ça sera celui-ci, qui vous montre ici une couche LIDAR au niveau d'une petite ville qui s'appelle Augusta, toujours aux États-Unis. Une couche LIDAR composée de points qui sont issus de deux levés distincts. Et donc, on a pour les points rouges un identifiant source particulier, spécifique. Et puis pour les points bleus, ici, un identifiant source autre qui leur est bien aussi spécifique. J'ai cette représentation-là parce que j'ai choisi dans la liste déroulante en haut à gauche une représentation de mon LIDAR selon l'identifiant source du point. Voilà, bon, ce qui nous permet déjà de constater qu'on a une bande où se superposent nos points ici. Et c'est quelque chose que j'aimerais mettre en évidence par la création d'une couche raster. Comment est-ce que l'on peut faire ça? C'est très simple, grâce à ce nouvel outil qui n'existait pas avant la version 24, créer des images de séparation de bandes. Donc, j'ai importé ma couche. Je viens simplement cliquer sur mon outil, qui est celui-ci, juste à gauche de l'outil Pixels 2 Points. On va définir la résolution spatiale, on définit la méthode de maillage. Ici, je vais laisser binning, valeur minimum, les retours à utiliser, et puis on définit aussi le nuanceur que l'on souhaite utiliser. Voilà. Toc, toc, je clique sur OK. Global Mapper va nous demander de définir le répertoire de sortie de la couche. Ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça, hein, ça vous l'aurez remarqué. Pour le coup, pour cette option, là, vous devez enregistrer en dur votre image de sortie. Image de séparation. Je clique sur enregistrer. Et voilà, en quelques clics, le résultat que l'on obtient. Je masque mon nuage et voici le résultat obtenu grâce, je le rappelle, à ce petit outil qui se trouve dans la barre d'outils des traitements LIDAR. Bien. Dernier exemple pour ce webinaire concernant la fusion des fichiers Global Mapper Package. Donc, je vais à nouveau changer d'espace de travail. Et là, en fait, je vais ouvrir une interface de Global Mapper qui est vierge. C'est normal si vous avez juste un Global Mapper qui est fermé. Alors, Global Mapper mobile, pour rappel, c'est une application complémentaire à l'application de bureau de Global Mapper qui a été créée déjà il y a plusieurs années de ça et qui est disponible sous Android et sous iOS.
qui est utilisé par les opérateurs de terrain qui ont besoin de collecter de la donnée ou de visualiser de la donnée, de ramener de la donnée après au bureau. Si vous voulez avoir la possibilité de voir, d'approuver ou non des données qui auraient été collectées par un opérateur sur le terrain via cette application, vous avez désormais une manière très simple de procéder qui consiste à passer par le gestionnaire des données mobiles de Global Mapper. Et donc, ce gestionnaire, vous y accédez via le menu Outils, gestionnaire des données mobiles. Voilà, donc j'ai ouvert cette petite fenêtre, elle est composée de 3 onglets. Lien des données d'appareil mobile qui va vous permettre de vous connecter à un appareil mobile qui est à proximité, qui va vous permettre d'exporter des données en format package, Global Mapper Package, ou bien d'en importer. Là, moi, c'est ce que je m'apprête à faire. J'ai une couche de données, un jeu de données plutôt, qui a déjà été travaillé, qui avait déjà été collecté par ailleurs sur le terrain et travaillé. Et puis, il a été mis à jour par une campagne terrain qui a été faite récemment. Bon, bah, je voudrais fusionner ces deux fichiers. Comment je fais? Eh bien, je vais cliquer sur Charger. Je vais choisir alors le fichier qui a été modifié, qui m'a été rapporté par mon opérateur de terrain, utilisateur de Global Mapper Mobile. Donc, je vais le chercher. Il n'est pas très loin, juste ici, celui qui s'appelle ici Edited. Je le sélectionne et je vais chercher celui que je souhaite mettre à jour, qui en l'occurrence est le fichier qui s'appelle ici Original. Je clique sur OK. Je ne tiens pas compte de cette fenêtre-là. Et là, donc, je m'aperçois que j'ai donc une liste des différentes couches qui ont été mises à jour. Et c'est à moi, désormais, de les accepter ou non, de garder ou non ces différentes mises à jour. Vous allez pouvoir développer chaque couche et constater quelles sous-couches, quels types d'entités ont été mises à jour et les accepter ou non. Là, vous avez vraiment la possibilité de rentrer dans le détail jusqu'aux vertex qui composent vos entités, jusqu'aux attributs également. Voilà, donc ça vous pouvez le faire de manière individuelle pour vos couches. Si maintenant vous voulez tout garder, alors sachant qu'ici c'est un exemple vraiment extrême, vous voyez il y a beaucoup de modifications qui ont été apportées sur beaucoup de couches, c'est pas forcément aussi extrême que ça. Admettons que je veuille tout garder, je clique ici sur tout garder et il ne resterait plus qu'à fusionner les deux fichiers. Voilà pour ça. Alors, pas de questions a priori. Donc, je vois qu'il est déjà 15h, presque 5. Il est temps de nous arrêter là. Avant de vous saluer, je voudrais simplement vous partager quelques liens utiles. Hein. Vous avez les différentes adresses mail auxquelles nous contacter si vous voulez avoir davantage d'informations sur les formations. Si vous avez votre maintenance de Global Mapper un jour, vous sachez que vous avez accès à un support technique illimité. Pour nous contacter, ce sera support@geomatic.fr. Et puis, si vous voulez davantage d'informations sur Global Mapper, encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web geomatic.fr à la rubrique Global Mapper. Vous avez aussi une rubrique dédiée à Global Mapper Pro. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi à notre blog qui vous donne très régulièrement des informations sur les nouveautés de Global Mapper. On propose parfois des petits tutos sur certains points spécifiques. On a à venir un prochain billet de blog sur justement spécifique l'outil de variographie et écrigeage. Donc gardez un œil sur notre blog. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous dire à très bientôt. Au revoir.